Bienvenue dans ce nouvel épisode du Startup Show. On a Nicolas de Big Moustache qui va nous expliquer comment rebondir. Avant tout, Big Moustache, c'est quoi? Big Moustache, c'est un service de vente par abonnement de rasoirs et de lames de rasoir. Donc, vendu sur bigmoustache.com et ce service existe depuis février 2013. J'ai connu Big Moustache d'une façon un petit peu originale, c'est sur LinkedIn, car tu as posté un article. Est-ce que tu peux peut-être expliquer le but de cet article? Après 2 ans et demi d'existence, j'avais certes une croissance, mais qui ne me permettait pas de passer mon point mort. Et donc, j'ai cherché des financements externes. Et en fait, fin octobre, je me suis retrouvé le bec dans l'eau après la perte dernière minute et assez inexpliquée d'un investisseur. Et donc, je me suis retrouvé c'était précisément le 18 octobre, à 10 jours de mes échéances de fin de mois qui sont mes dettes fournisseurs pour passer mes commandes de rasoirs, de produits pour le mois suivant, salaire, URSSAF, tout ça j'étais incapable de payer puisque je venais de me faire planter. Et donc j'ai posté un article sur LinkedIn en expliquant en fait ma situation, et le but était simplement d'exorciser, de faire une thérapie en fait de ce que j'étais en train de vivre. Tu as écrit cet article qui explique justement ce que tu viens de dire. Ouais. Et puis là il s'est passé quoi? Alors en fait j'ai écrit l'article le lundi soir, encore une fois sans beaucoup d'intention derrière, en me disant quand même vraiment au fond de moi, et si j'arrive à retoucher des investisseurs, des potentiels investisseurs avec qui j'avais discuté, pourquoi pas. Et puis en fait dès le lendemain il y a eu beaucoup de reprises de cet article, de partage sur LinkedIn mais aussi sur Facebook, avec des gens qui se sont mis à commenter cet article en me disant voilà, courage, merci pour ce témoignage. En fait c'était ça les principaux messages au départ, c'était merci pour ce témoignage, dommage d'avoir découvert ce service et cette bonne idée et cette marque si tard, parce que l'angle était quand même, c'était quasiment un article post-mortem, donc les gens pensaient que Big Moustache était mort. Et en fait moi, donc c'était le mardi, je me dis merde, il y a une vraie communauté, une vraie nouvelle communauté qui découvre mon site, mon service, mais qui pense que c'est fini. Et je constatais sur le site que il y avait effectivement pas de trafic et pas de vente. Et donc je me dis peut-être que la lueur d'espoir, c'est peut-être que il faut que je profite de cette nouvelle communauté et que je leur dise d'aller concrètement aller acheter mes produits, découvrir mon service pour m'aider grâce à ces encaissements à tenir mes échéances. Donc ça a été ça je dirais la première idée qui est apparue dès le lendemain. Et donc j'ai eu l'occasion de réécrire un article 3 jours plus tard en disant voilà où j'en suis concrètement. J'ai un rendez-vous dans 7 jours au tribunal de commerce en prévision justement des échéances que je ne vais pas pouvoir tenir. Ma dernière chance, c'est que vous tous alliez acheter les produits, acheter le service, faites des cadeaux de Noël en avance, puisqu'on était fin octobre. Voilà, parce que nous, on a les produits en stock, on est capable de livrer, on a tout ce qu'il faut sur le site, donc je dirais, on avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir honorer les commandes passées. Et en fait, il y a eu un réel engouement. J'ai eu l'occasion en plus de passer cette tribune sur BFM Business, donc ça a augmenté encore la notoriété. Et en fait, je m'étais fixé donc un objectif de 30 000 € d'encaissement en 7 jours, et on l'a dépassé en 4-5 jours. Donc en tout, on a obtenu quasiment 40 000 € d'encaissement, ce qui m'a permis de tenir toutes mes échéances du mois d'octobre. Plein d'entrepreneurs vont essayer de faire la même chose, et j'ai vu sur LinkedIn que c'était déjà le cas. Mais en fait, c'est pas tellement la forme qui est importante, c'est plutôt le fond. Est-ce que tu peux peut-être donner un conseil sur peut-être sur l'état d'esprit dans lequel tu étais quand tu as écrit ça, quand on t'a dit que tu n'avais plus les moyens de payer tes fournisseurs, etc. Dans quel état d'esprit est-ce que tu étais, et qu'est-ce qu'il faut se dire dans ce cas-là pour essayer de rebondir? Pour moi, il y a deux choses. Il y a, effectivement, je pense que ce qui a marqué les esprits, c'est justement les personnes qui ont lu cet article, qu'ils soient entrepreneurs ou non d'ailleurs. C'est justement l'état d'esprit que j'avais en écrivant ce papier. C'était, je dirais, le seul état d'esprit que j'avais, c'était le plus sincère possible. C'est-à-dire que c'est un article que j'ai écrit d'un seul jet. Je n'ai pas particulièrement l'habitude d'écrire. Et donc cet article, je l'ai écrit, il est sorti vraiment de ce que j'avais envie de raconter, tout simplement ce qui m'arrivait. Et c'était une sincérité
par rapport à la situation dans laquelle je me trouvais. Et concrètement, à ce moment-là, moi aussi, je pensais quasiment que c'était fini. Et donc, je pense que c'est vraiment ça qui a plu aux personnes qui se sont retrouvées en fait dans les messages, parce qu'il y a eu énormément de commentaires de personnes qui m'ont dit, voilà, moi, je me suis retrouvé dans ton message. C'est une situation que j'ai vécue il y a 1 mois, 1 an, 10 ans, que ma femme, mon mari, mon frère, mon cousin a vécu, etc. Donc, il y a eu énormément d'échos de personnes qui directement ou indirectement ont vécu ça. Et en fait, ont vécu ça et justement se sont dit, il a le courage de le dire, justement, et de dire, voilà, l'entrepreneuriat, parfois, c'est aussi ça. Donc, ton premier investisseur, on peut dire laisser tomber. Et est-ce que peut-être tu as un conseil à donner aux entrepreneurs qui nous regardent pour... Est-ce que déjà tu aurais pu éviter ça? Est-ce que tu es mal tombé? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour pas qu'ils se retrouvent dans la même situation? Alors, sur le cas précis où je me suis retrouvé fin octobre planté par cet investisseur, là-dessus... j'aurais pas pu l'éviter, c'est là que j'en prends l'entière responsabilité, même si évidemment la forme n'était pas celle que j'aurais souhaité, mais je peux pas en vouloir. Voilà, je considère que c'est la vie d'un entrepreneur de se faire planter par un client, un fournisseur, un investisseur. Donc encore une fois, la forme n'est pas toujours celle qu'on souhaite, mais je veux dire, faut pas chercher des excuses. Il a planté parce que la situation de la société était à un moment donné pas celle qu'il souhaitait. Et donc pour moi, le conseil à donner, c'est justement ce ne serait pas arrivé si j'avais répondu moi à un certain nombre de critères qui sont très importants pour un investisseur, que je ne cochais pas moi à ce moment-là, qui était d'avoir une équipe et notamment une équipe de fondateurs vraiment compétentes, complémentaires, etc. Moi j'ai un défaut, c'est que je suis le seul associé opérationnel. Et ça c'est un vrai défaut de se présenter avec un seul associé. Parce que les investisseurs considèrent que c'est un vrai risque au cas où je pète un plomb, au cas où je décide de faire autre chose, etc. Et accessoirement, sur le quotidien, je dirais, là aussi, c'est ce qui est mal vu, c'est le fait parce qu'on est tout seul, de ne pas être challengé en fait. Et c'est vrai que je dirais, moi je partage cet avis-là parce que pour le vivre de l'autre côté, je trouve ça assez malsain en fait de bosser tout seul, de prendre les décisions tout seul, même si on a une équipe. Étant l'associé, on a, je dirais, le pouvoir de décision finale. Et en fait, le fait de ne pas être challengé, c'est quand même un vrai problème. Et donc, le conseil, vraiment, c'est ça, c'est de s'armer en interne de compétences. Et ça, déjà, ça répond à une vraie question d'investisseur. Évidemment, il y a le projet. Mais avoir une bonne équipe sur un projet bancal, c'est nettement plus intéressant que le contraire, et parce qu'on sait que justement cette équipe pourra éventuellement rebondir, pivoter, changer légèrement son business model, donc c'est une vraie force qu'il ne faut pas négliger au départ en fait. Dans un des startup shows qui s'appelle l'équipe, j'explique justement un petit peu comment trouver des associés, etc. Et c'est vrai que je dis que voilà, l'investisseur à 90% il va regarder l'équipe. Et comme tu dis, le projet peut être bidon. Si l'équipe est bonne, après tu peux faire n'importe quel projet que tu veux. Et c'est ça que l'investisseur il regarde. Et c'est peut-être ça que les gens ont de la peine à comprendre. C'est qu'il ne regarde pas forcément vos finances, parce que s'il vient investir dans une boîte, c'est qu'il sait de toute façon que vous n'avez pas un énorme chiffre d'affaires. Sinon, vous n'aurez pas besoin d'investissement. Et il regarde vraiment les gens et les talents, quoi. Et ça, je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui ne se rendent pas forcément compte de ça.